Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode des talks de réflexion orthophonique. Et aujourd'hui, on a le privilège d'écouter Clément Onis-Hungard qui va nous parler du bégaiement comme une neurodiversité. C'est un programme. Eh bien, écoute Clément, quand tu veux. Eh ben, merci beaucoup, Charlotte. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, parce que c'est peut-être un privilège de me recevoir, mais c'est un énorme plaisir d'être reçu par des gens pareils. Et pour me laisser en plus parler d'un truc qui m'intéresse, et d'habitude, je saoule les gens avec ça. Donc là, les gens se connectent, ils ont plus le choix, ils l'ont fait exprès. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément Onis, je suis orthophoniste. Je vais vous partager je vais vous partager le PowerPoint et comme ça, je pourrai vous faire la présentation de manière un petit peu plus construite. Hop, et où est-ce que je peux... Et hop, parfait. Alors, donc comme disait si bien Charlotte, aujourd'hui, je viens vous parler de bégaiement et neurodiversité. euh, Parce que la neurodiversité, c'est un truc dont on entend de plus en plus parler et le champ du bégaiement a aussi son mot à dire à ce sujet-là. Bon, tout d'abord, qui je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis orthophoniste. Je suis orthophoniste majoritairement en libéral. Je travaille dans le cadre des stages et je suis aussi formateur. À côté de cette activité clinique, je conduis aussi des mémoires, je fais de la recherche clinique et je fais de la traduction parce que j'ai la chance de parler relativement très bien anglais. Et donc, du coup, ça me permet de pouvoir faire des traductions pour les collègues qui n'ont pas la même appétence que moi pour la langue de Shakespeare. Donc, ce qu'il faut aussi savoir sur moi qui peut être important pour cette présentation, c'est que je suis une personne qui bégaye. Voilà, vous ne m'entendrez probablement pas bégayer pendant la présentation, encore que si vous reprenez l'enregistrement éventuellement, mais je m'identifie comme une personne qui bégaye. Voilà. Il faut savoir aussi que je suis issu d'une famille particulière, pour le moins, pleine de gens assez originaux. Voilà. Je vous dis ça avec des guillemets et c'est sous la forme de la litote, mais j'ai un grand-oncle qui était professeur d'université à Paris et qui a vécu toute sa vie dans une chambre de bonne. Donc du coup, il a légué une véritable fortune à ses neveux et nièces parce qu'il ne s'est bien sûr jamais marié. J'ai un oncle qui a traduit Wikipédia en espéranto, enfin en tout cas qui faisait partie de l'équipe qui traduisait Wikipédia en espéranto. Et mon propre frère a commencé à utiliser l'expression de mon temps et aller jeune alors qu'il n'avait pas encore 12 ans. Voilà, donc je fais partie d'une famille assez particulière. À propos de mes frères, j'en ai un enfin les deux bégayent et bredouillent. Un qui a un bégaiement beaucoup plus prononcé et l'autre qui a principalement un bredouillement. Donc voilà, ça court dans ma famille, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Euh, j'ai fait tard dans ma vie une recherche de diagnostic dans le cadre d'une recherche de TDAH. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi et le plot twist rigolo qu'il y a eu à la fin. Alors déjà, il faut que je vous raconte mon parcours pour le parcours que j'ai réalisé aussi pour comprendre ma propre parole. Je suis le dernier enfant d'une fratrie nombreuse, avec des contextes de communication qui étaient assez chargés, avec une pression temporelle forte, des rythmes de vie qui étaient intenses. Et je fais partie d'une population bourgeoise, orléanaise, où l'attachement aux normes sociales était essentiel. Bon, le quatrième enfant de la famille, je passe troisième garçon avec des caractères relativement forts avant. Je suis un gamin très loquace. Je suis réputé être à la fois une babelle et un gamin avec un très bon vocabulaire. Pourtant, moi, mon expérience personnelle de cette étape de ma vie, c'est avant tout des expériences négatives de communication. C'est des commentaires à base de répète, ralentis, respire, articule, réfléchis à ce que tu vas dire. Donc, je suis qualifié de très bon parleur, mais je ne comprends pas trop pourquoi.
À côté de ça, tout au long de mon enfance, je m'implique dans de très nombreuses activités sociales et communautaires. Je suis au scout, je fais du sport, je fais partie du comité de quartier. Pourtant, je développe très très peu de contact avec les gens. Et j'ai une préférence très nette pour les freaks, pour les gamins qui écoutent du métal, qui font du jeu de rôle, qui suivent des mangas. Et j'ai une très nette prédilection pour les petits groupes. Le jeu de rôle sur table est mon espace de sociabilisation principal et on ne dépasse jamais les 3-4 personnes. Ups. Donc, le temps continue, je deviens un jeune adulte, je fais une formation en commerce et en marketing, puis après un master en économie sociale, je fais même un petit crochet par le planning familial où je me forme à devenir conseiller à la vie sexuelle et affective. Je fais un peu plein de choses, mais au final sans issue. Parce que à la fois la conjoncture, à la fois mon appétence, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas, je m'ennuie dans tout ce que je fais et j'y mets pas du mien. Je démarre complètement au hasard et sur le tard les diplômes d'ortho et je suis diplômé à 30 ans et je découvre quelque chose d'extraordinaire, c'est les sciences du langage et de la communication. Et pendant tout le long de mes études, quand on a abordé la question des troubles de l'affluence, je me disais, ben, c'est rigolo. C'est rigolo quand même. Parce que clairement, je ne bégayais pas. Voilà, je le sais, je ne bégayais pas. Mais est-ce que ce serait possible que je bégaye quand même? Parce que tout ce qui concernait le bas de l'iceberg du bégaiement, tout l'aspect, la construction psycho-émotionnelle autour du bégaiement, les comportements d'évitement, la sensibilité à la pression sociale, ça me parlait énormément, mais je ne me reconnaissais pas dans les disfluences qu'on me décrivait en école. Un peu plus tard, je découvre le bredouillement, je découvre que ma parole ressemble beaucoup à une parole bredouillée, avec effectivement un débit de parole qui est très accéléré et avec des difficultés articulatoires qui expliquent en grande partie, enfin pas articulatoire, d'intelligibilité plus. Mon articulation est bonne, mais quand je co-articule, ça peut rapidement devenir de la bouillie. D'où aussi les commentaires que j'avais quand j'étais gamin, de ralenti, articule, etc., etc. Ça me donne une explication. Voilà, je m'identifie à une personne qui bredouille. Déjà, ça m'aide beaucoup. Et puis, voilà, je me forme dans le bégaiement. J'ai fait mon mémoire sur le bégaiement. J'adore le bégaiement. Je trouve ça génial, le bégaiement. Mais voilà, j'ai quand même toujours l'impression d'un domaine qui nécessiterait d'être plus exploré, mieux exploré, qui a un problème de perspective. Et puis 2000, le confinement. Le confinement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été le bonheur absolu. J'ai passé 3 mois de paradis. Et ça s'est accompagné d'un burn-out et d'une dépression. Voilà, donc c'est dans le cadre de cette dépression que j'ai fait une recherche TDAH, enfin diagnostic TDAH, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que je ne réussissais pas à réguler les pensées que j'avais dans la tête. Et en fait, le plot twist, c'est que non, je ne suis pas TDAH, voilà. Par contre, je suis HPI. Donc le test de QI est revenu avec un HPI, pas un petit HPI, avec un bon HPI qui ne correspondait pas à mon expérience. Mais voilà, en tout cas, ça me donnait une raison, ça me donnait une explication que, effectivement, avec ce bredouillement, j'avais cette neuroatypie, cette spécificité. Je ne me reconnaissais pas dedans. Voilà. Enfin, c'est comme si j'étais littéralement plus intelligent que près de 99% des gens. Ça ne correspond pas à mon expérience. Donc ça, c'était en 2021, j'ai fait ce diagnostic. Et en travaillant sur des tests de repérage avec un jeune patient qui bégait, où je soupçonnais peut-être un autisme, peut-être un TSA, et un truc qui pourrait... j'ai décidé de passer le test moi-même. Et comment dire? Voilà, il se trouve que je ne suis pas TDA, mais je suis autiste. Voilà. Donc je bredouille, j'ai découvert que j'étais autiste et accessoirement pendant ma dépression, j'ai aussi découvert que quand j'étais complètement surchargé, je me mettais à bégayer. Et que je me mettais à bégayer d'une vraie manière, vraiment, pas un bégaiement forcé, mais vraiment des blocages, quelque chose qui n'était jamais arrivé de toute ma vie. Alors, l'avantage, c'est que vivre des bégayages quand on a déjà une spécialisation en bégaiement, c'est plutôt cool. Moi, ma réaction, ça n'a pas été de me dire ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça a été de me dire oh, mais c'est génial! Je peux enfin comprendre ce que c'est. Et j'ai surtout compris qu'en fait, je masquais en grande partie
le fait de bégayer. J'organisais mes phrases, j'organisais mes mots, je modulais, j'accélérais mon débit de parole de manière à pouvoir éviter certaines disfluences. Voilà. Donc en fait, le diagnostic à la fois d'autisme, à la fois d'HPI, à la fois reconnaître mon propre bégaiement. Donc ce diagnostic de neurodivergence multiple, c'est arrivé très tardivement, mais c'est arrivé vraiment comme une bouée de sauvetage pour moi. Parce que d'un coup, tout mon mode de fonctionnement qui était pas fonctionnel est devenu juste atypique. Il s'expliquait beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre le parcours par rapport à la neurodiversité. Mais revenons quand même à nos moutons, parce que vous êtes là. Le paradigme des neurodiversités, c'est quoi? En fait, alors, je vais me baser sur un article de Robert Chapman si vous souhaitez en savoir plus sur une neurodiversité. C'est vraiment un auteur extrêmement intéressant. Donc, en fait, ça fait référence à la neurodiversité, ça fait référence à la variation qui peut exister dans le fonctionnement cognitif et affectif de la personne, un fonctionnement qui peut être différent du neurotype dominant. Voilà, du type dominant. On va parler de neurodiversité quand on va parler d'un collectif. Par contre, on va parler de neuroatypicité ou de neurodivergence quand on va parler d'un individu. Donc, un collectif peut être neurodivers, un individu sera atypique, neurotypique ou neuroatypique. Et la neurodiversité, ça implique, l'idée, même le concept de neurodiversité implique que de la même manière qu'il existe des variations au niveau couleur de yeux, couleur de cheveux, taille, poids, etc., en fait, nos cerveaux sont différents parce qu'ils répondent à des contraintes, à des besoins de réagir à des niches écologiques différentes. Nous avons tendance à comprendre la manière dont fonctionne notre cerveau avec un regard qui est extrêmement moderne, extrêmement court dans le temps. Mais nos cerveaux ont évolué depuis des millions d'années. Donc, pour savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'on explique leur variété, c'est intéressant de voir à quoi ça pouvait servir dans le temps ancien. Alors, les personnes typiques, c'est quoi dans cette neurodiversité? En fait, les neurotypiques, ça représente le groupe le plus courant dans la neurodiversité. Encore une fois, les neurotypiques font partie de la neurodiversité. Voilà. Là, je vous ai fait un petit tableau avec une vingtaine de cerveaux. Les neurotypiques représentent la moitié. Mais pour autant, ils représentent le groupe le plus important, mais ils ne représentent pas la majorité absolue. Ça pose la question de pourquoi est-ce qu'on compare dans nos tests, dans nos évaluations, quand on va parler de normes, et donc du caractère normal ou pas d'un comportement ou d'une personne, pourquoi comparer à la population neurotypique, qui n'est jamais qu'une branche de la neurodiversité? Il pourrait être intéressant de comparer les neurodiversités avec leurs pairs, avec les gens qui partagent le même neurotype, ou comparer différentes neurodiversités entre elles. C'est aussi intéressant que de comparer avec les neurotypiques. Et pourquoi est-ce que cette question de neurodiversité dans le cadre du bégaiement? C'est qu'en réalité, le bégaiement pur, le bégaiement qui n'est qu'un bégaiement, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais c'est comme les licornes, j'y croirais quand je les verrai. Moi, des bégaiements purs, j'en ai pas croisé beaucoup. La comorbidité reste largement répandue chez les personnes qui bégaient, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Par contre, c'est certain que si on ne cherche pas à savoir s'il existe d'autres tableaux cliniques, on n'en trouvera pas forcément. Pourquoi c'est intéressant aussi? C'est parce que à partir du moment où on conçoit le bégaiement comme une diversité verbale, comme une façon différente, mais pas déficitaire de communiquer, ça veut dire que tous les efforts et les succès d'autres communautés neurodivergentes, en particulier, je pense à la communauté des personnes autistes ou des personnes TDAH, qui sont très engagées, qui sont très actifs en termes communautaires. On peut s'inspirer de leur succès pour mener nos propres batailles. On n'aura pas forcément, alors quand je dis nous, je suis évidemment une personne qui bégaye, mais c'est aussi en tant qu'orthophoniste, on n'aura pas forcément les mêmes buts et les mêmes objectifs que les autres communautés neurodivergentes, mais parfois ça peut exister, et dans ce cas-là, il y a une convergence des luttes. Cette convergence des luttes, elle est nécessaire à faire reconnaître nos besoins, et à la fois, on a besoin de faire reconnaître nos spécificités par rapport aussi aux autres communautés neurodivergentes.
Parce que fondamentalement, la notion même de handicap sur lequel se base la stigmatisation du handicap, enfin, du bégaiement, donc la notion du handicap, que ce soit biomédical ou holistique, elle est vraiment, on y reviendra plus tard, mais cette notion de handicap, elle est très hautement contestable en réalité, et en tout cas, elle est profondément discutable. Et donc, j'arrive dans le cœur du sujet, après vous avoir présenté un petit peu qui vous parle et qu'est-ce que c'est la neurodiversité. On va aborder alors une petite synthèse que j'ai fait, qui est sur le site Achille, Achille Orthophonie, dont j'ai fait une petite synthèse, qui est un article de Schegbaer, Midwater et Maguire, sur une hypothèse pour considérer le bégaiement comme un trouble du spectre. Voilà. Pas du spectre de l'autisme, mais considérer le bégaiement comme faisant partie, comme l'autisme, comme le TDAH, comme les troubles du langage, comme les troubles d'apprentissage, comme étant sur un spectre et pas sur un critère on-off. Donc les trois auteurs euh, posent déjà une question qui est à la fois extrêmement simple et quand je l'ai lu, m'a mis une énorme claque. Pourquoi est-ce que les thérapies qui sont conçues pour traiter le bégaiement sont-elles basées sur des personnes qui bégayent mais de manière typique, sur des bègues purs? Alors même, on sait que le consensus scientifique veut que le bégaiement est non seulement multifactoriel, mais multidimensionnel, et qui ne peut être considéré que dans le cadre des étiologies variées, nombreuses, des incidences variées, nombreuses, etc. Et choisir une population, eh ben, c'est discutable, c'est même profondément discutable. Déjà, on fait des études sur les personnes qui bégaient, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer les enfants qui bégaient et les adultes qui bégaient? Vous êtes, j'imagine, en grande partie familière avec l'idée du bégaiement si vous êtes venu voir cette présentation, mais pour celles qui sont moins familières, chez l'enfant qui bégait, la prévalence est de 5%. 5% des enfants d'âge préscolaire bégaient. Et donc, sachant que c'est pas loin de 20% des enfants qui vont présenter un épisode de dysfluence à un moment ou à un autre entre 2 et 6 ans. Je vois que c'est 20%, mais c'était même des chiffres, des chiffres plus élevés. Et voilà, on a 5% qui, à terme, ont un bégaiement qui persiste plus de 6 mois. Pourtant, chez l'adulte, on a une prévalence qui a été reconfirmée par un article récent, qui est une prévalence à 1%. Ce qui signifie qu'on a 80% de disparition du trouble entre l'enfance et l'âge adulte. Sans facteur causal, c'est quand même quelque chose d'assez étrange. Voilà. Accessoirement, les enfants et les adultes ne sont pas comparables en termes de comorbidité. Les adultes vont généralement avoir, en termes de comorbidité au bégaiement, des troubles anxieux et parfois un autisme ou TDAH diagnostiqué souvent tardivement. Chez les enfants, le bégaiement va être beaucoup plus associé avec des troubles phono-articulatoires, avec des troubles phonosyntaxiques, avec des difficultés d'ordre tempéramental et donc pas encore des difficultés d'ordre psycho-affectif, ce qui peut exister, hein, mais il y a des traits tempéramentaux qui tendent à fragiliser la fluidité verbale. Et ce sont des traits tempéramentaux qui n'ont plus d'effet chez l'adulte. Donc, même la question des comorbidités, elle n'est pas si évidente que ça. Hop, cela revient ici. Hop. Et pareil, adultes qui bégayent et enfants qui bégayent n'ont pas les mêmes réponses comportementales à leur propre dysfluence. On a un nombre important d'enfants qui bégayent qui ne présentent pas spécifiquement d'affect négatif lié à leur communication, en particulier quand le bégaiement est d'apparition précoce et qui ne dure pas depuis longtemps. Par contre, chez l'adulte, le bégaiement est presque systématiquement associé à de l'anxiété et à des cognitions négatives. Pareil, on a très souvent associé chez l'enfant des comportements d'insistance au niveau de la communication. Donc, quand la dysfluence va arriver, un comportement de lutte pour faire passer la dysfluence. C'est un comportement qui peut tendre à se renforcer, à grandir avec le temps.
Alors que chez l'adulte, on retrouvera beaucoup plus des conduites d'évitement, souvent parce que les conduites de forçage, on se sont révélées inefficaces avec le temps et que l'évitement est moins coûteux pour un effet équivalent. Donc voilà, quand on parle bégaiement, est-ce qu'on parle bégaiement de l'enfant, est-ce qu'on parle bégaiement de l'adulte? C'est pas la même chose et pourtant on utilise le même mot et c'est censé être la même entité nosologique. Le bégaiement, le problème, c'est qu'il ne peut pas y en avoir qu'un seul. C'est pas possible. Il ne peut pas exister une seule entité qu'on appellerait bégaiement. Déjà parce que, à la fois d'un point de vue des manifestations internes et externes, la variabilité, c'est la norme. Les individus qui bégayent sont extrêmement variables les uns en fonction des autres. Le bégaiement des mêmes individus qui partagent les mêmes tableaux peuvent être extrêmement variables et le bégaiement d'un individu peut lui-même être extrêmement variable en fonction du temps. La majorité des recherches dont on dispose sur le bégaiement, elles sont affectées par des gros biais de recrutement. C'est sûr que quand on exclut tous les enfants qui présentent un tableau co-occurrent au bégaiement, c'est sûr qu'on ne peut pas observer ce qui se passe dans ces tableaux co-occurrents. Et on considère que les choses qu'on a observées sont typiques du bégaiement. Sauf qu'on ne peut pas savoir à quel point en fait, le bégaiement n'est pas masqué par l'enfant. À quel point est-ce que des personnes qui ne bégayent pas, mais peuvent présenter par exemple un trouble du spectre autistique ou un trouble du langage, vont présenter ou pas ces mêmes spécificités comportementales, neurologiques, etc. Pareil, les thérapies médicamenteuses, et l'auteur de ce papier, Maguire, enfin le dernier auteur, est vraiment le spécialiste de la question médicamenteuse du bégaiement. Il a trouvé des molécules qui fonctionnent super bien, mais pas sur n'importe qui. Voilà. Il a trouvé des molécules qui peuvent fonctionner extrêmement bien sur des lignées, sur des générations de bègues qui présentent des mutations génétiques en commun, qui font partie des mêmes populations. Sauf qu'il existe de très nombreuses mutations génétiques qui peuvent occasionner, à différents niveaux, des comportements dysfluents. Et donc, du coup, les thérapies médicamenteuses, elles ne peuvent pas répondre de manière unifiée au fait de bégayer ou pas. Bégayer a l'air beaucoup plus compliqué que simplement agir sur un mécanisme. Et enfin, il n'existe pas de définition consensuelle du bégaiement. En fait, ça, c'est un truc qui m'a toujours atterré, mais autant dans le bredouillement, il existe une définition consensuelle, une définition d'expert. Dans le cadre du bredouillement, le consensus international qui a été sorti en 2021, qui est un consensus d'experts relatif à l'évaluation du bégaiement, ne définit pas ce qu'est le bégaiement. Et je pense que les experts qui se sont réunis ne sont pas en mesure de se mettre d'accord pour définir, pour qualifier ce qu'est le bégaiement. Parce que le bégaiement, ça représente autant et de manière discutable en fonction des gens, les manifestations perceptibles et la construction psycho-émotionnelle du trouble. Et donc, du coup, c'est difficile de dire qu'un bégaiement, ça doit être avec un bégaiement. Ce que je dis à mes étudiantes souvent, et ça m'amuse beaucoup de voir leurs yeux à ce moment-là, en fait, il n'est pas nécessaire de bégayer pour bégayer. Et quand on bégaye, ça ne veut pas dire qu'on bégaye. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux que dans notre champ professionnel, dans notre domaine d'expertise, on soit en mesure de scientifiquement sortir des trucs aussi flous et qui sont vrais. Mais parce que c'est vrai. Voilà, le bégaiement masqué prouve que les bégayages ne sont pas nécessaires au bégaiement. Et l'existence de personnes qui bégayent, et même avec des sévérités importantes, mais quasiment sans impact, montre qu'il n'est pas nécessaire que bégayer ne veut pas dire qu'on a un bégaiement. Voilà, c'est encore un domaine à préciser. Les auteurs reviennent sur les hypothèses principales dans le bégaiement parce que là encore, il n'y a pas une cause, clairement. Et donc, du coup, ils établissent un petit listing de quelles sont les causes possibles. Il y a l'hypothèse dopaminergique. Le bégaiement serait lié à un déséquilibre au niveau de la dopamine. C'est une hypothèse qui est très bien documentée, qui est connue depuis plusieurs décennies. On sait qu'il y a des dysfonctions au niveau des noyaux gris centraux chez les personnes qui bégayent. On sait qu'il y a des différences neuroanatomiques au niveau des faisceaux arqués chez les enfants qui bégayent et dès les âges précoces, 3-4 ans, toujours en gardant en tête le biais de recrutement colossal que représente le fait de ne recruter que 7 enfants sur des critères extrêmement restreints. Voilà, c'est dur de faire des généralités quand on restreint autant la population. Mais en tout cas, la dopamine, on sait aussi avec les bégaiements neurologiques, c'est un élément essentiel dans la régulation du contrôle moteur, du tonus moteur au niveau verbal. On a une autre hypothèse qui est relativement bien documentée aussi, c'est la voie de ciblage des enzymes lysosomales.
Je ne vais pas vous la faire en détail parce que j'y comprends absolument rien. C'est pas mon domaine. C'est plus récent, issu de la recherche en génétique. Et en fait, ce sont des mutations spécifiques qui peuvent provoquer une accumulation de protéines mal dégradées dans certaines zones spécifiques du cerveau et en particulier dans les réseaux dopaminergiques. Et ça peut entraîner des variations anatomiques et fonctionnelles au fur et à mesure. Voilà. Et ça, ce sont des mutations génétiques qui ont été aussi significativement associées à des personnes qui bégayent, enfin, des manifestations de bégaiement chez les personnes. Et troisième hypothèse, avancée par les auteurs, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est extrêmement bien documentée et puis surtout elle est très très fiable, c'est l'hypothèse d'une réponse auto-immune, et en particulier au streptocoque A. En fait, le père Alm a fait une grande étude de prévalence du bégaiement et il a observé qu'il y avait une corrélation entre qu'il y avait une corrélation entre les campagnes de traitement et de vaccination contre le streptocoque A et la prévalence du bégaiement chez l'enfant d'âge préscolaire. Et comme tout très bon chercheur, il s'est dit, bah oui, mais corrélation n'est pas causalité. Et donc, du coup, je vais chercher la fonction causale. Sauf qu'il a découvert la fonction causale. Et extrêmement intéressant, en fait, le corps réagit, le système immunitaire réagit à la présence du streptocoque, en particulier au niveau des circuits dopaminergiques, en attaquant tout, en fait, dont la boucle dopaminergique. Et il a été observé que, justement, traiter le streptocoque chez un enfant qui a un bégaiement d'apparition brutale associé à des symptômes ORL, ça peut être pertinent pour traiter le bégaiement. Le bégaiement de l'enfant peut être lié à une infection au strepto. Ah, moi, je trouve en tant que clinicienne, ça nous ouvre des perspectives absolument géniales. On peut pareil, il y a une étude suisse qui a très bien corrélé l'asthme et le bégaiement. Et effectivement, quand on recherche, les troubles de l'immunité sont très fréquents. Les allergies, les psoriasis, les troubles gastriques, les intolérances sont très fréquentes dans le bégaiement. Et dans pas mal de neurodiversité. Et je vais pouvoir passer rapidement sur cette partie-là parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Et j'ai bien fait, dis-moi, Charlotte. J'ai accéléré. Mais si ça vous intéresse, eh ben, je pourrais en parler un petit peu plus au congrès de l'APB qui aura lieu le 8 octobre prochain, où je vais aborder la question des neurodiversités et du bégaiement. Et je vais conclure voilà, sur ces trois éléments qui me paraissent fondamentaux à retenir de cette présentation du lien entre bégaiement et neurodiversité. C'est si on considère que le bégaiement, c'est plus un comportement verbal qu'une déficience neuropsychologique donnée. Alors du coup, ça ne peut pas englober à la fois le trouble et le symptôme. Voilà, il faut un mot pour définir le bégaiement des bégayages. On a besoin de distinguer et de définir clairement ce qu'est le bégaiement et ce que sont les troubles de l'affluence. De même, puisque la variabilité est la norme au niveau intra- et interindividuel, est-ce qu'on peut arrêter d'essayer de considérer les personnes qui bégayent comme un groupe homogène? Parce qu'ils ne le sont pas. Et non seulement ils ne le sont pas, mais ils partagent des choses avec énormément d'autres tableaux qui sont considérés comme étant différents d'eux. Donc plutôt que de les considérer comme un groupe homogène, pourquoi ne pas considérer l'affluence dans ces tableaux multiples? Voilà. Ça nécessite de réfléchir à ce qui qualifie une personne qui bégaye. C'est quoi une personne qui bégaye? À la fin, et puisque la comorbidité, c'est la norme, et que la fluidité verbale, elle est peu documentée dans d'autres groupes, il est tout à fait pertinent, tout à fait envisageable de considérer que, en fait, ces expériences de parole, de communication dégradée, cet affect, ces réactions par rapport à la communication, qui est bien documenté chez les personnes qui bégayent, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas chez les autres, dans les autres tableaux neuroatypiques. Et donc, du coup, ça nous pose la nécessité d'explorer la fluidité verbale, pas comme un tableau nosologique donné, mais comme une compétence verbale, comme un comportement verbal qui répond à la fois à un substrat, qui répond à ce qu'on est, à ce qu'on peut faire, et qui répond à des contraintes liées à l'environnement. Voilà. Merci à toutes. Et je suis pile poil. Nickel.
Parfait. Franchement, niveau timing, génial. Bah merci, c'est vraiment hyper intéressant. Je comprends que ça puisse devenir un intérêt spécifique. Ouais, vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Alors, du coup, on va passer aux questions. S'il y en a, soit vous pouvez les poser dans le chat, soit, vu qu'on n'est pas très nombreuses, vous pouvez prendre la parole directement. J'ai fait un super exposé. Merci Clément, c'était super riche. Comment tu présentes aux étudiants du coup par rapport à ce qui est actuellement établi dans la littérature internationale et ce que tu perçois en clinique et là ce que tu nous présentes qui est justement différent? Est-ce que tu es en mode schizophrène devant les étudiants ou est-ce que tu... comment on fait? Non, j'ai pas besoin d'être schizophrène parce que je n'enseigne plus le bégaiement. Voilà, je suis quelqu'un d'assez radical. J'enseigne la fluidité verbale. Voilà. Et donc, du coup, évidemment, je vais parler essentiellement de bégaiement, mais j'ai commencé à inclure dans mes enseignements des éléments concernant les TDL, concernant les TSA, concernant les outils d'évaluation pour le TDAH, considérer la fluidité verbale, pas seulement dans le cadre du bégaiement, mais aussi dans le cadre voilà, d'autres tableaux, parce que ça peut être pertinent. Et donc, du coup, je ne me sens pas schizophrène dans le sens où j'essaie d'être très clair sur le fait qu'il faut différencier le symptôme du syndrome. Voilà. Pareil, j'essaie de mettre un accent, un point important sur, au-delà de l'aspect clinique et l'aspect recherche et définition des choses très, très, très normées, le bégaiement ne peut être compris qu'en parlant aux gens qui le vivent. Voilà. Ce n'est pas un trouble, c'est une neuroatypie. C'est une façon de percevoir le monde, de concevoir, de vivre le monde. Et donc, du coup, il peut être compris, pas il ne peut pas être compris uniquement par des tests qui ne font que faire des photographies isolées, mais par le récit, par le discours de la personne elle-même. Voilà. C'est ce discours qui permet de parler du bégaiement. J'ai la chance de pouvoir en parler, mais de parler de mon expérience, qui n'est jamais que limitée à moi. J'essaie de mettre le plus possible de témoignages dans des podcasts ou dans des vidéos, ça, dans mes cours, pour que mes étudiantes sachent prendre en soin le bégaiement, mais sachent avant tout prendre en soin les personnes qui bégayent. Voilà. Oui, Fred? Oui, alors, aux États-Unis, ils appellent ça lived experience. Tu sais, tu dois respecter, c'est juste une parenthèse, ça réfère à ça, ce dont tu parles. Tu respectes en fait le ressenti du patient et ce que le patient dit de sa pathologie, tu le mets au-dessus de tes connaissances par rapport à la pathologie en fait. Je voulais parler d'autre chose, mais je rebondis là-dessus. Je suis absolument incompétente en bégaiement et en fluidité de communication. Donc, je vais faire un lien vers autre chose qui fait aussi partie de tes intérêts spécifiques. On a eu un échange récemment sur... il y avait une question sur une petite fille TDL et l'accès aux mots, tout ça. Et puis, Fanny a justement fait remarquer que parfois on avait tendance à penser, à ne pas suspecter les troubles développementaux du langage, encore une fois à cause du masking. Et moi, ça m'a engagée dans une réflexion sur à quel point le symptôme va influencer le caractère et le caractère de la personne va influencer son symptôme et la façon dont elle s'exprime. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça en rapport avec le bégaiement et la fluidité, pardon. Ouais. Alors, de toute manière, oui, effectivement, on ne peut comprendre les manifestations, les symptômes. Les symptômes sont des comportements. Et les comportements, ils ont une origine, ils ont un renforçateur, ils ont quelque chose qui la cause et quelque chose qui les renforce. Donc, effectivement, les tempéraments, en tout cas chez l'enfant, on va se limiter chez l'enfant, les tempéraments et la personnalité donnent énormément d'informations sur le vécu, sur l'expérience du potentiel, en tout cas, de la personne. On sait que les enfants qui ont un affect négatif plus élevé auront tendance à vivre plus négativement le même type de difficulté. Les enfants qui ont, en tout cas c'est vrai pour les enfants qui bégayent, voilà, on a remarqué qu'au niveau des tempéraments,
les enfants qui ont à la fois un affect négatif plus important et une autorégulation plus basse, donc moins de capacité à pouvoir réguler leur tempérament, ont tendance à la fois à avoir un vécu plus négatif et à avoir moins de contrôle de leurs symptômes. Voilà. À l'inverse, les enfants qui ont une très forte réactivité ont tendance à avoir des manifestations qui peuvent parfois être plus intenses, mais moins d'impact. Parce que souvent, ce sont des gamins qui passent vachement plus rapidement sur leur disfluence. Voilà. Enfin, j'ai envie de dire que globalement, même avec un enfant TDL, avec un enfant, si cette petite fille de genre 7 ans TDL était venue avec un bégaiement, on aurait évalué la manifestation de son bégaiement, mais on aurait aussi évalué son affect de communication, on aurait évalué son anxiété, l'impact de son trouble dans sa vie quotidienne. Et ce que je regrette, c'est que dans le cadre d'autres cadres que du bégaiement, on ne le fait pas, ou on le fait très peu. On le fait beaucoup plus dans l'autisme, où on s'intéresse énormément plus aux cognitions et au fonctionnement social, mais ça pourrait être fait dans littéralement tous nos tableaux cliniques. C'est pas Voilà. Jérémy qui fait vachement les grilles d'impact fonctionnel, c'est un peu une facette de ça, mais bon, je pense que c'est limité à l'impact de la pathologie ou du trouble, mais je pense on pourrait imaginer pareil, enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire. Typiquement, j'ai commencé à utiliser. Moi, je suis pas un créateur de trucs, très clairement, je suis plus un recopieur et un traducteur. J'ai commencé à utiliser un outil comme l'Oasis. Dans le cas du bégaiement, un des outils de référence s'appelle l'Oasis, O-A-S-E-S. Il y en a 3 versions, enfant, ado, adulte, et ça sert à évaluer l'expérience du ressenti, l'expérience de communication. Enfin, le ressenti de l'expérience de communication chez la personne qui bégaye. C'est composé de 4 parties. Une première partie sur la connaissance du bégaiement, deuxième partie sur la réaction au bégaiement, troisième partie sur la communication dans la vie quotidienne, indépendamment du bégaiement. Est-ce que c'est facile de parler à tes copains, à tes profs, à tes parents, etc. Et une troisième partie sur la qualité de vie, à quel point le trouble t'affecte, à quel point il t'empêche de faire des choses, etc. Et en fait, j'ai commencé à l'utiliser de plus en plus avec mes adolescents TSA, sans forcément de bégaiement et sans forcément de troubles de la parole et du langage, mais parce que pour ceux auxquels je pense, ils sont efficaces, ils sont efficients, ils font les efforts pour produire une parole qui soit intelligible, qui soit en communication, et c'est un effort que les neurotypiques ne peuvent pas voir, ne peuvent pas envisager parce que pour eux c'est facile et c'est naturel, et pas pour mes patients. Et donc du coup, en utilisant les deux derniers items de l'Oasis, je peux évaluer leur comportement de communication, comment est-ce qu'ils vivent leur communication et leur qualité de vie. Et c'est très intéressant à étudier, alors que voilà, j'ai désossé ça pour les personnes TSA. Ce n'était pas fait pour eux à l'origine, et pourtant, je pense que si on fait une étude de grande ampleur, on trouvera que les personnes TSA ont un impact de communication et une qualité de vie dégradée. Ce ne serait pas étonnant par rapport à la littérature scientifique. Pareil, j'ai commencé à utiliser des outils relatifs au masking pour l'autisme, pour les personnes qui bégayent. Parce qu'on a des comportements qui ressemblent beaucoup aussi. Et donc, du coup, c'est absurde de ne pas utiliser, au moins de manière qualitative, des informations extrêmement intéressantes qui nous viennent d'outils qui sont déjà construits, déjà normés, déjà standardisés. C'est quoi les outils du coup que tu utilises pour le masking? Ça m'intéresse aussi beaucoup. Peut-être que c'est aussi une question pour Charlotte. Où est-ce qu'il est? C'est un noir à l'ange. Et du coup, tu l'estimerais à combien, toi, la comorbidité, notamment TSA, bégaiement? Comment? Tu Je l'estimerais l'évalue. à combien? Ouais. Je suis pas assez expert pour faire des estimations. Ouh là 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 là. Non, non. Mais il y a un article là, j'ai pas la référence en tête, mais qui s'intéressait à la prévalence, qui refaisait un point de la prévalence du bégaiement chez l'adulte et qui apportait des informations très intéressantes que selon leurs estimations, sur les 1% d'adultes qui bégayent, il y en aurait 2 tiers qui auraient un bégaiement ouvert et 1 tiers qui aurait un bégaiement masqué. Je suis extrêmement perplexe sur leur définition de bégaiement masqué et comment est-ce qu'ils qualifient un bégaiement masqué, parce que pour eux, un bégaiement est masqué à partir du moment où il a été démasqué. Voilà. Du coup, ça zappe tous les gens qui masquent encore.
Voilà. Et comme le bégaiement, encore Ok, une ouais. fois, on se base sur la manifestation et sur le symptôme pour définir le trouble, bah, on est extrêmement limité en fait. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, si tu arrives à trouver ce truc du masking, ça m'intéresse. J'ai coupé mon Bah, micro parce qu'il c'est était le pas tout. 4, c'est le, voilà, j'ai trouvé, c'est le 4Q, CATQ, donc le Camouflaging Autistic Trait Questionnaire, qui fonctionne pour les adultes, enfin, à partir de 16 ans. Et en fait, tout ne correspond pas. Tout ne correspond clairement pas aux ados et adultes qui bégaient. En particulier, le fait de reprendre des scripts, des scripts entiers venant de livres, venant de personnes, pour compenser une communication qui est difficile, ce que peuvent faire les personnes autistes. Ça, c'est moins fréquemment répondu par les personnes qui bégaient. Par contre, le fait de préparer sa communication, le fait d'utiliser un rôle social, d'endosser un rôle et à quelle fréquence on endosse un rôle, eh ben ça arrive très fréquemment. Et je pense que voilà, si on s'intéressait un petit peu moins aux manifestations et un petit peu plus à la manière dont la personne s'identifie et parle de ses propres troubles, eh ben on apprendrait beaucoup plus de choses. Voilà. À très bientôt, Émilie. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je ne sais jamais si je réponds bien aux questions. Si, si, merci beaucoup. On peut prendre une dernière question s'il y a, ou dans le chat quand si vous n'avez pas. Dans ce Bon, cas-là, alors, apparemment, tu étais limpide. voilà, mais c'est magnifique. Rappelez-vous, enfin, n'hésitez surtout pas si les questions viennent après ou si vous souhaitez en discuter ou tout ça. Je suis pas facile à trouver, mais je suis une fois que vous m'avez trouvé, je ne m'enfuis pas. Et voilà, je participerai au colloque donc, de l'APB le 8 mars prochain, samedi 8 mars, ça va être super chouette, viendez. Et je ferai, voilà, vous pouvez me voir en formation, en conférence, vous pourrez me voir assez régulièrement en 2025. Eh ben, écoute, merci beaucoup Clément. Merci à toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui Merci. et aux personnes qui vont regarder